bel bonsoir tout le monde. Je peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Moi, je espère que vous êtes bien. Bienvenue dans votre émission Chou pour tête. C'est le rendez-vous hebdomadaire, c'est le rendez-vous où on parle déconstruction, on cherche de nouvelles alternatives, on reçoit des invités de qualité. Et ce soir, nous ne pas aller dire non, nous, nous dire culture, nous, dire histoire, nous. Et pour cela, nous avons un invité que nous allons présenter dans quelques instants. Mais qui dit tout peut-être dit également Jonathan et puis Louis, sans oublier Naoui. Ça dit à Louis. On est là, tranquillement. Donc, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Donc, ce soir, comme je disais, nous allons parler de l'éducation afro-caribéenne. Non, nous, histoire, nous. Donc, il faut également nous valoriser comme nous. Donc, au soir, nous allons parler de ça au soir. Et nous avons une invitée. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon invité. Bonsoir, Jonathan, bonsoir. Je connais pas ton prénom. Mais c'est Jonathan. Jonathan. Tu as dit Jonathan. Oh là là, regardez. Eh bien, bonsoir à vous tous les deux, et puis bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Si tu peux te présenter, s'il te plaît. Je suis Christiane Grangenois. Voilà, alors je suis Christiane Grangenois ici avec vous en tant que formatrice professeure, puisque j'ai été quand même enseignante en lycée professionnel pendant près de 40 ans. Même si beaucoup de personnes me connaissent, plus en tant qu'artiste ou musicienne, ou etc. Voilà. Donc je vais avec vous parler de la culture afro-caribéenne, puisque je suis certes à la retraite de l'éducation nationale depuis un peu plus de 3 ans maintenant, mais je suis toujours en activité justement dans le cadre de la formation. Je suis sollicitée et je réponds puisque j'ai encore l'énergie et l'envie de le faire. Voilà. Donc je vais te dire que tu as ce regard de l'extérieur, mais en même temps ce regard de l'intérieur. Et ce regard, c'est-à-dire que tu as pu travailler dedans et tu as pu également observer observer de près. Oui, j'ai travaillé à l'éducation nationale, ça ne m'a posé aucun problème. Les gens, certaines personnes avaient du mal à comprendre, mais moi, pour moi, c'est notre pays, quoi, c'est nos enfants. Je ne vois pas pourquoi je serais allé travailler ailleurs, que tu travailles dans le privé ou public, tu as toujours le même public de jeunes de la Martinique qui ont besoin de savoir. Donc moi j'étais là, ça m'a permis d'avoir une stabilité également financière et de faire un travail, et je n'ai pas eu de frein. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire ce que moi j'estimais qu'il fallait faire, malgré tout. Parce que ça demande de l'audace, de la détermination. Et donc, voilà, je suis contente, j'ai quand même pu le faire. Étant à l'intérieur, j'ai pu quand même critiquer et justement porter des réponses. C'est ce qu'on va voir aussi ce soir. Prise de position. Absolument. Il y a des choses qui n'allaient pas dans mon sens, je le disais, et je faisais des propositions. Et voilà, donc je crois que c'est ce qu'on doit faire. Voilà. On en parlait la semaine dernière lors de la thématique où nous avons parlé de l'éducation nationale et des limites. Et donc là, ce soir, comme vous le constatez, nous allons parler de l'éducation afro-caribéenne. N'est-ce pas, Louis? Oui, alors du coup, on va présenter des nouveaux paradigmes, en tout cas des éléments qui peuvent nous permettre de construire un nouveau paradigme. Pour construire un nouveau paradigme, en tout cas éducatif, à mon sens, il y a 3 choses qu'il faut... 3 points essentiels, on va dire. Le premier, c'est savoir quelle est la place qu'on donne à l'enfant dans la société. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de s'interroger sur quelle est la mission éducative. Et la troisième chose, c'est quel contenu qu'on met dans l'éducation, dans les valeurs éducatives qu'on transmet, dans les connaissances et les compétences qu'on transmet. Ce soir, justement, on va voir le côté qui est relatif au contenu et le contenu qui concerne justement notre ascendance afro-caribéenne. Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir. Et concernant les alternatives, on va aussi donner une information sur l'école à la maison. Parce que ça peut être une des alternatives à l'éducation nationale. Simplement, en fait, c'est cadré. C'est cadré par la loi et depuis... Le CNID. Comment? Non, pas par le CNID. C'est cadré par l'éducation nationale et la loi. Ok, d'accord. Qui a été... donc, il y a une loi qui a été promulguée en 2021 et qui a été mise en application du coup à la rentrée 2022, ce qui faisait qu'avant, on pouvait déclarer le fait qu'on met son école à la maison. Aujourd'hui, il faut demander une demande d'autorisation au DAZEN. Donc, c'est le directeur académique de l'éducation nationale pour pouvoir
faire l'école à la maison. Donc déjà, je précise que l'école est obligatoire de 3 à 16 ans. D'accord, c'est la première chose. Ensuite, l'instruction en famille ne doit regrouper que des membres, les enfants d'une seule et même famille. D'accord, donc on est censé faire l'école à la maison pour les membres de sa famille et pas pour d'autres personnes. Ensuite, il y a des motifs qu'il faut justement remplir en tout cas ou énoncer pour pouvoir faire l'école à la maison. Donc il y a 7 motifs. Donc l'état de santé de l'enfant. Donc si l'enfant justement est en situation où il est malade ou il peut pas justement se rendre à l'école, donc on peut faire l'école à la maison. S'il est en situation de handicap, il fait des pratiques sportives et artistiques intensives, si la famille est en itinérance, donc en voyage, si la famille est éloignée de tout établissement scolaire public, s'il existe une situation propre à l'enfant et donc du coup présenter un projet éducatif à l'écrit, notamment, et si l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée dans son établissement scolaire. D'accord ? Donc ça, c'est des motifs qu'il faut remplir pour pouvoir faire l'école à la maison. On ne décide pas comme ça, en fait, aujourd'hui, de faire l'école à la maison. Donc il faut faire une demande auprès du DAZEN, comme je l'ai dit. Donc DAZEN, directeur académique des services de l'éducation nationale. Maintenant, je vais juste m'attarder sur le projet éducatif. Donc c'est une présentation qui doit comporter les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Vous devez donc y décrire la démarche et les méthodes pédagogiques mises en œuvre. Vous devez aussi indiquer les ressources et les supports éducatifs utilisés. L'organisation du temps de l'enfant, rythme et durée des activités doit également être précisée. Si un organisme d'enseignement à distance participe aux apprentissages de l'enfant, vous devez aussi décrire le contenu de sa contribution. Par exemple, le CNED. En tout cas, il faut le préciser. Donc le CNED, c'est une aide. On n'est pas obligé d'utiliser le CNED, mais le CNED, en fait, on peut utiliser le CNED pour avoir des contenus et une méthode. Donc ça, vous devez le présenter au DAZEN, qui doit vous donner une réponse du coup. Et ensuite, il y a le contrôle. Il y a 2 types de contrôle. Il y a un contrôle qui est effectué par la mairie, les services de la mairie, pour enquêter sur le fait que mener une enquête sur la famille et sur l'enfant, pour savoir si les conditions sont réunies pour faire l'instruction à la maison. Et ensuite, il y a une enquête qui est faite par l'Éducation nationale, par des inspecteurs, là sur le contenu pédagogique, à s'assurer que le projet éducatif est bien mené et que les acquis des enfants en fait sont respectés, parce qu'il faut en fait qu'ils respectent un cahier des charges. Et en fait c'est tout simplement le programme scolaire et le socle commun des compétences et des connaissances et culturelles. Donc voilà, c'est cadré maintenant, et ensuite il y a des contrôles qui se font, et si par exemple suite au contrôle en fait ça n'a pas été satisfaisant, il y a un deuxième contrôle qui va être fait par l'Éducation nationale. Le premier, il peut être inopiné, ça il faut bien le préciser, contrairement aux enseignants où c'est pas inopiné. Là, il peut être inopiné. Le deuxième contrôle, par contre, ne peut pas être inopiné. Il est annoncé à l'avance, et si là aussi les résultats ne sont pas probants pour l'inspecteur qui fait un entretien avec la famille, avec l'enfant, etc., et qui fait passer les exercices à l'enfant, eh bien à ce moment-là, ils sont dans l'obligation d'inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé. D'accord. Donc nous allons parler effectivement de l'éducation afro-caribéenne. Mais d'abord, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par culture afro-caribéenne. Alors moi, c'est bien ce que tu as présenté, Ulrich. C'est très bien parce que je n'avais pas tous les éléments. Je connais effectivement des parents qui font l'école à leurs enfants. Et ça a marché pour certains, bon, peut-être moins pour d'autres, mais c'est très très bien de présenter tout ça. Alors, je reviens à culture générale afro-caribéenne, puisque c'est un peu ce que je fais. Et tu as la notion de culture déjà. Alors on peut dire que la culture, c'est l'ensemble des savoirs d'un peuple. Donc on est bien sur l'ensemble des savoirs. Très souvent, les gens ont tendance à associer la culture à l'art, et même l'art, le réduire à la musique ou à la danse. Là, on est dans des savoirs, ça veut dire que c'est tous les savoirs, sans distinction. C'est ça la culture. Maintenant, la culture afro-caribéenne, il y a 2 mots, il y a afro et caribéen. Donc c'est tout ce que nous vivons, nous, là, dans le territoire, dans l'espace caribéen dans lequel on vit, mais avec tout l'apport de l'Afrique. Alors, j'utilise les mots afro-caribéens, c'est pour qu'on se repère, pour qu'on sache de quoi on parle. Mais il faut savoir que si on veut aller plus loin, être plus précis, le terme africain est remis en question, puisqu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas un terme propre aux habitants de ce continent, qu'il a été donné par des étrangers. Donc, tu ne peux pas laisser un étranger te définir. Donc, moi, je mettrais Kama, puisqu'à l'heure qu'il en parle plutôt de Kama, Katiopa, etc. Et même chose pour la Caraïbe. Le terme Caraïbe, c'est un petit peu ça. Je veux dire, tu as des populations, nations arawak qui étaient là. Et par exemple, chez nous, là, dans les petites îles, c'est plutôt les Kalina. Alors, on aurait dû dire Kama Kalina, ça aurait été
plus précis. Mais on dit afro-caribéen, on sait de quoi on parle. Du moment qu'on explique, on sait de quoi on parle. Donc c'est ça. Je reviens sur la notion de culture générale afro-caribéenne. Donc c'est la culture qui est née de la rencontre entre ces deux. On va pas dire continent, c'est pas le continent qui se rencontre, c'est les populations des continents. D'accord? Et j'ajoute en plus culture générale. Alors, dans le général, je veux montrer que justement, il y a tous les savoirs, que les savoirs peuvent s'entrecroiser. Ce qui est important, c'est de savoir que je peux parler de physique, je peux parler de philosophie, je peux parler de droit, de sport. Il y a toujours des relations entre tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire le pont entre les savoirs. Voilà, en gros, ce que je peux dire pour la culture générale afro-caribéenne. Dans cette culture, parce que, bon, qui dit afro-caribéen, dit également avec les îles du Commonwealth, les îles anciennes colonies espagnoles, les îles françaises aussi. Donc ça englobe beaucoup d'anciennes colonies. Et il y a aussi la barrière de la langue. Est-ce que ça peut pas aussi nous poser un problème? Moi, ça ne me pose pas de problème parce que quand tu vas aborder cet enseignement de culture afro-caribéenne, tu vas forcément l'adapter au public que tu as. Tu peux pas tout faire. Donc, si tu as un public francophone, même si tu abordes, tu fais savoir, tu apprends ce que c'est que la Caraïbe, tu vas quand même cibler ta formation, cibler ton enseignement. La barrière de la langue, c'est quoi? Pour moi, il n'y a pas de barrière. Il y a des langues, on ne les connaît pas, il y a des traducteurs, et puis terminé. Tu vois, pour moi, c'est pas un problème. D'accord. Alors, tu as dit Commonwealth, tu as dit tout ça. Là, on est déjà dans des choses un peu politiques, tu vois. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Je parle Commonwealth, voilà. Je parle des anciennes J'ai compris, voilà. plutôt anglaise, ou etc. Ouais. Moi, je dirais plutôt francophone ou anglophone, tu vois. Je parlerais plus langue que, si tu veux, définition politique. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On va dire ça comme ça. Sachant qu'il y a ce métissage-là, puisque qui dit Caraïbes dit également que ce soit européen, que ce soit amérindien, que ce soit africain, même asiatique aussi. Hein, Bien parce sûr. que tout ça, ça crée ce melting pot. C'est ce qui est intéressant dans la notion de culture caribéenne, c'est que tu ne peux pas exclure, si tu veux, les populations, quelles que soient leurs origines. Mais moi, je m'intéresse à la culture afro-caribéenne. Ça veut dire que je m'intéresse beaucoup plus à l'héritage africain et la façon dont il est vécu dans cet environnement. Qu'il soit vécu par les descendants africains ou qu'il soit vécu aussi par les descendants des autres populations. Mais il y a quand même un apport, si tu veux, africain qui a été majoritaire, qu'on le veuille ou non. Même s'il y a une domination européenne politique qui a mis un peu la pression, quand on regarde en termes de culture, c'est quand même, la masse était quand même africaine, et c'est plutôt elle qui a africanisé le reste plutôt que l'inverse. L'inverse, ok. Tu vois? Donc, et c'est en même temps celle qui est peut-être moins perçue parce que la parole était de dire que, c'était les nègres qui n'avaient rien apporté. Alors qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. Donc je m'intéresse à ça parce que je suis pas d'origine indienne, j'ai pas trop dans ma famille, je ne sais pas trop, je suis pas non plus chinoise d'occino-caribéenne, je suis plutôt une africaine, donc moi j'ai choisi ça, et puis que chacun fasse son boulot par rapport à ce qui le motive et ce qu'il connaît et qu'il maîtrise. Alors, il y a une chose qui est importante et qui est nouveau, même si le champ de recherche date en tout cas des années 70, c'est Ivan Van Sertima qui a lancé en tout cas ce côté-là, ce dont je vais parler, c'est on va souvent attribuer le lien entre les peuples afro, en tout cas qui viennent du continent africain, et les peuples caribéens, à la période de l'esclavage. Pour nous, en fait, c'est le moment où ils se rencontrent, et voire même que c'est pendant le marronnage où ils ont créé des liens. Ivan Van Sertima et ensuite Pathé Jan, par exemple, en écrivant un livre qui s'appelle Tarana, remis en question ce paradigme-là et créé du lien, pense en tout cas qu'il y a un lien entre les deux entités qui date depuis... Bien avant, même au temps justement de l'Égypte antique en tout cas, il parlait de la circumnavigation et que certainement justement qu'il y a eu des liens qui se sont créés avant. C'est un champ de recherche qu'il faut
continuer à Explorer. explorer pour bien comprendre justement quels sont les enjeux et le fait que nos cultures, finalement, pourquoi elles s'imbriquent si bien, c'est pas seulement dû par un contact qui date de l'esclavage, mais certainement un contact qui est beaucoup plus large. Ça n'a pas commencé depuis Christophe Colomb. Non, voilà, tout simplement. Non, ça c'est une réalité, c'est bien que tu le mentionnes. Et moi, je l'aborde aussi avec mes apprenants. Alors, je précise, quand je parle d'apprenants, que je suis sur un chantier d'insertion. Et donc, ce sont des apprenants, non pas des élèves. Et donc, justement, sur ce chantier d'insertion, j'aborde la culture, justement, afro-caribéenne. Et je vois tout ça parce que on ne peut pas... Il faut remonter presque à la source. Donc, je vais au niveau du contenu. Je vois déjà l'immigration, l'humanité, etc., à tous les débuts. Et c'est intéressant de voir que, dès le départ, il y a une migration... la migration du peuple venant d'Afrique, elle est arrivée à Tarana. Tu as parlé de Tarana et Tarabana, hein, les deux parties qu'on appelle Amérique. Ça, c'est encore des appellations récentes. Il faut donner les termes pour qu'on puisse... Oui, Tarana et Tarabana. Alors, on ne me demande pas laquelle est Tarana, laquelle est Tarabana, mais celle qu'on appelle Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Amérique, c'est récent, c'est Amérigo, machin, gna. C'est l'époque de Christophe Colomb, là, les découvertes. Bon, c'est l'autre jour. Alors que la présence dite africaine, elle est très ancienne. Quand on parle des Olmecs, mais même avant les Olmecs, tu vois, c'est vraiment très très vieux. Donc, mais il faut aussi avoir cette capacité de chercher, de fouiller, de se documenter, et puis d'aller chercher les bons documents et de les mettre en parallèle aussi, parce qu'on a des informations qui viennent de l'Europe ou etc. Tu as parlé de paradigme, c'est intéressant parce que le paradigme, c'est la vision que peut avoir un peuple. Et donc, l'Européen, il analyse les choses avec sa vision du monde. Et sa vision du monde n'est pas celle de l'autre. Quand tu as quelqu'un qui est, par exemple, sur une montagne, qui est en haut d'une montagne, qui vit dans du froid toute la journée, il ne peut pas voir le monde comme celui qui est dans le désert et qui n'a pas accès à l'eau. Donc, c'est ça la notion de paradigme. Donc, quand on a des documents, parce que pendant longtemps, on avait des documents qui venaient des Occidentaux, parce qu'ils avaient les moyens, ils avaient récolté toutes les infos, ils les détenaient. Nous, on n'avait pas accès. Donc, on prenait leurs documents et on les lisait et on répétait ce qu'ils disaient. Maintenant, aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas possible. Et puis, on a beaucoup de chercheurs et de chercheuses aujourd'hui qui nous offrent justement des visions différentes. Donc, il faut les mettre en parallèle et on va voir que on est beaucoup plus riche qu'on imagine, quoi. Donc, justement, pour toi, quel est l'intérêt, en tout cas, ou les intérêts de connaître la culture afro-caribéenne? Eh ben, c'est ça. L'intérêt, c'est de pouvoir se connaître, savoir qui on est par nous-mêmes, savoir quelle est notre richesse. Parce que c'est ça qui est important pour un individu. Si un individu, une personne, j'aime pas trop le terme individu d'ailleurs, c'est quelque chose à... Bref, même le terme personne. Mais quand quelqu'un, par exemple, imagine qu'il n'a rien, puisqu'on lui a répété sans cesse, on va rien, il ne peut pas avoir confiance en lui, il ne peut pas être heureux de lui-même, il ne peut pas s'aimer. Donc c'est important d'aller chercher ça, parce que ça a été la technique justement pour pouvoir dominer les individus. Donc, si tu veux pas te faire couillonner, il faut que tu saches qui tu es, quelle est ta richesse, ce que tes parents ont déjà fait, tu vois. Et c'est ça qui te permettra d'aller de l'avant, et puis tu as quelque chose que tu peux offrir aux autres. Parce que dans la vie, tu ne peux pas passer ton temps à les prendre, sans donner. Moi, je disais tout le temps à mes élèves, vous allez partir, vous allez faire des études. Quand vous arriverez en Europe ou ailleurs, qu'est-ce que ça va vous apporter, ces mondes-là? Quand on va vous dire, vous êtes martiniquaise, qu'est-ce que vous allez répondre? C'est martiniquaise, ça veut dire quoi? Il faut savoir ce que tu as. Donc, on en a besoin. Toute personne, tout monde, vous savez qui moun y est, et c'est la culture afro-caribéenne, c'est nous connaître, hein. Point barre, terminé. J'ai envie de rajouter, basé aussi sur la valorisation. Mais c'est évident. Nous valoriser nous-mêmes, comme évident. tu disais aussi, le fait de se connaître, le fait aussi de se dire que nous ne sommes pas descendants de Gaulois, nous ne sommes pas descendants du roi Clovis. Nous ne sommes pas descendants d'esclaves non plus. Voilà, aussi. Voilà. Nos parents ont été mis en esclavage, on ça, n'est c'est pas pas des la même esclaves. chose aussi. C'est pourquoi ce genre de terme aussi, ça à déconstruire. Bien sûr. Pour qu'on puisse comprendre également que nous ne sommes pas issus de l'esclavage, qu'il y avait une histoire avant. Quelles sont nos valeurs? Tu parles de valorisation.
Ben, quelles sont nos valeurs? Je connais mes valeurs, j'ai de la valeur, je ne suis supérieur à personne, je suis inférieur à personne, je sais ce que j'ai et je sais ce que je porte au monde. Surtout l'histoire de porter au monde. Moi, pour moi, c'est important, tu vois, d'aller vers les autres et de dire voilà ce que moi je peux t'offrir et puis toi tu m'offres et puis on partage. Plutôt que d'être toujours là, la bouche ouverte, attendre qu'on te donne à manger, quoi, tu vois. C'est moi qui ai qu'à manger. donc, par rapport aux termes, donc l'importance de nous-mêmes définir nos termes. Donc, par exemple, tu as dit tout à l'heure amérindien. Moi, par exemple, j'abolis ce terme-là. Je n'utilise plus le terme amérindien parce que c'est la notion justement de colon. La notion coloniale qui veut que, comme lui, il pensait arriver en Inde, donc il dit que c'est le continent américain et que ce sont des Indiens, donc amérindiens. Et moi, j'utilise soit autochtone du continent américain, soit autochtone de Tarana. Quand on va commencer justement à véhiculer en tout cas ce qu'est Tarana et quelle est cette importance-là pour nous. Et tu peux aussi parler de, comme je te disais, c'est une nation arawak. Exactement. Chez nous, il y a eu les Kalina plutôt, mais tu as les Taïnos, tu as plusieurs, les Sibonais, enfin, il y a eu plusieurs, mais ils sont tous nations arawak. Donc, le terme amérindien, tu as bien dit, hein. Parce que de toute façon, l'autre, il arrive, quand il a nommé, tu nommes, ça t'appartient. Donc tu ne peux pas laisser l'autre nommer et utiliser ces termes. Ça veut dire que tu acceptes que, bon, voilà, c'est lui qui a défini. Non, je dis non. Donc il faut qu'on retrouve ça sans faire la guerre, simplement, de manière intelligente, on déconstruit. Vous êtes dans la déconstruction. Regardez, vous êtes dans une télévision qui est quand même... Tazote. Ça nous permet de dire les choses. Voilà, c'est merveilleux. Comme vous l'avez constaté aussi, téléspectateurs, téléspectatrices, vous savez, des fois je dis, nous ne pouvons pas parler créole. Le riche va dire, nous ne pouvons pas parler matinité. Moi je dis, on va parler matinino. C'est pourquoi c'est pourquoi tous ces termes-là sont à déconstruire, parce que on a appris à l'école, donc automatiquement il y a des termes qui vont venir, comme je disais tout à l'heure là, amérindien. Donc c'est un tout peut-être, c'est pour vraiment expliquer que nous avons des termes qui ne sont pas forcément propres à nous et bons pour nous également. Exactement. On continue? Oui, donc sur le fonctionnement justement, parce que tu parlais du fait que tu fais de la transmission à des apprenants, quel est justement qu'est-ce que tu abordes en tout cas dans la partie avec tes enseignants, avec tes apprenants plutôt? Mes apprenants. Alors mes apprenants sont des adultes. Je n'ai pas enseigné à des petits. Je connais les petits parce que j'ai des petites filles, j'ai eu des enfants, mais mes apprenants sont des adultes. Donc je fais une formation qui est à la fois générale et spécifique, mais toujours vraiment afro-caribéenne. D'accord? Elle est adaptée au public qui a une orientation agriculture organique, agriculture saine. Donc, alors, il y a des choses. Moi, je commence toujours par leur rappeler que quand on apprend, on le fait pour comprendre. On n'apprend pas pour pouvoir ingurgiter de l'information. Ça arrive, il y a des gens qui prennent de l'information et quelquefois, ils n'en font rien. Non, il faut que ça serve. Si tu sens que ce que tu es en train d'apprendre, tu fais pas le lien avec toi, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Tu peux te demander à quoi ça sert. Donc, il faut apprendre pour comprendre. Ça, c'est un premier point. Ensuite, pour moi, il est important d'être toujours dans une attitude de recherche de l'information. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'informations, mais il faut la vérifier, cette information. Il faut vérifier si c'est juste. Donc, il faut avoir cette posture de rechercher l'information. Souvent, quand je dis, bon, chercher l'information, comment on peut trouver l'information? On va sur Internet. Moi, je ne pas tellement petit, pas tellement Internet. Donc, il y a encore des livres, il y a encore des bibliothèques. Et puis, il y a aussi la source directe. Tu as encore des gens qui sont là. Et ça, c'est important, d'aller voir les gens, les anciens, on va dire, pour les questionner parce qu'ils ont vécu des choses. Donc, ils peuvent nous donner l'information. Et puis, le troisième point, il faut vraiment développer l'esprit critique. Parce qu'on te donne l'info, tu reçois une info. Quand tout à l'heure, je disais mettre en parallèle, c'est ça. J'ai cette documentation-là, j'ai celle-là, je lis les deux, je confronte, je vois les points communs, je vois les différences. Et moi-même, je fais ma sauce, je fais ma salsa, comme on dit. Et chacun fait... Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à comprendre quelque chose. C'est la personne qui doit apprendre, se l'approprier, et puis à un moment se dire, oh, effectivement, tac, 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 et bien voilà ce que j'en déduis. Donc je commence toujours par ça. Ensuite, pour la culture générale, afro-caribéenne, je vais toujours commencer par la notion de représentation du monde, avec les histoires de cartes.
puisqu'on a eu des cartes, on sait que les cartes de Mercator, etc., sont pas justes, les tailles des continents sont pas justes, etc. Et puis quand tu regardes bien, on a des cartes. Très souvent, on voit la carte, on voit l'Europe, on voit l'Afrique en bas. C'est pas pour les Africains qu'on a fait cette carte-là, c'est parce que les Européens, ils se sont mis au milieu. Donc je dis aux gens, on doit être autocentré. C'est moi qui regarde le monde. Donc je donne à mes apprenants la carte où on voit Tarana, Tarabana ou Amérique du Nord ou Amérique du Sud et la Caraïbe au milieu. C'est nous, on est au centre du monde. Donc c'est comme ça que je commence. Je vois aussi la migration de l'humanité avec tous les concepts, puisqu'il y a plein de propositions de l'humanité, comme elle a été créée. On t'a dit, certains ont dit que c'est le bon Dieu qui a créé l'homme et la femme, etc. Mais ça, c'est des histoires de l'autre jour. Quand tu rentres, par exemple, dans le paradigme africain, les conceptions sont totalement différentes. Totalement différentes. La notion de l'univers, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est important d'avoir tous ces éléments et de les confronter. Et comme je dis, après, chacun fait son truc. Donc, c'est ça. Et puis, petit à petit, j'arrive à notre environnement caribéen. Donc, d'abord, la géographie, c'est quoi comme territoire? Puisque c'est le territoire aussi qui va définir le comportement des individus. Et ensuite, les sociétés, les peuples, comment ils sont arrivés. Et donc, je fais aussi la rencontre des civilisations, qui n'a pas été une rencontre d'amour. On le sait pertinemment. C'est une rencontre avec beaucoup de violence, mais malgré la violence, il y a quand même des choses amoureuses, beaucoup d'amour. Tu vois, parce que c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que même dans la violence, il y a des choses merveilleuses qui sont sorties. Donc comprendre que nous, voilà, on est arrivé, il y a eu des peuples qui sont arrivés de tac, 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 comment ça s'est passé? Il y a eu des moments de résistance, des solidarités qui se sont créées. Tu as parlé tout à l'heure justement des populations Kalina qui étaient là, qui ont été beaucoup plus fragilisées, plus fragiles que les populations africaines. Et dès que les populations africaines sont arrivées, il y a eu quelquefois justement du travail ensemble, c'est-à-dire du marronnage ensemble, parce que les Kalina étaient sur place, connaissaient le pays. Donc il y a eu ces solidarités, mais même du côté des Européens, quand tu regardes par exemple les engagés, qui se sont engagés parce qu'on a fait miroiter, on leur a proposé d'eux. Certains sont arrivés et puis ils n'ont pas accepté leurs conditions. Et ils se sont alliés justement aux Kalina et aux Africains. Donc il y a eu plein de choses intéressantes. Donc j'aborde la question de résistance, de solidarité. Et ensuite, on arrive à la notion d'héritage afro-caribéen. Quel est notre héritage afro-caribéen? Et si tu ne connais pas la culture africaine ou l'Afrique quand même, tu ne pourras pas reconnaître. Tu ne peux reconnaître que ce que tu connais. Donc, il faut que les gens comprennent que, tu vois, telle pratique. Moi, ma fille m'avait dit une fois, quand elle était plus jeune, mais qu'est-ce qu'il y a d'africain chez nous? Je lui ai dit, ben, si tu veux savoir ce qu'il y a d'africain, il faut déjà connaître l'Afrique. Donc, je t'en parle, je te montre, et après tu verras. Et donc, c'est le travail que je fais avec les apprenants, et on se rend compte que l'Afrique, elle est présente, mais... je ne donne pas de pourcentage, mais c'est terrible, quoi. Et tous les jours, on découvre dans nos pratiques, dans nos traditions ou autres, que c'est l'Afrique qui est là, quoi. Elle est là, elle est vivante et c'est une réalité. Donc je pourrais, parce que j'ai pris ma petite documentation, je peux aller très rapidement, hein. Je dirais dans l'art de la parole, déjà, dans la langue. Et c'est ce qui est intéressant, par exemple, quelqu'un comme Jolo Duvial de la Guadeloupe, qui propose le Wuchikam. Et moi, je vais voir Daniel Barduri en Martinique pour me parler de la langue qu'on dit créole, on n'appelle plus créole. La langue martiniquaise, certes, mais moi je dis matinito. C'est un frère qui m'avait dit matinino. J'ai dit effectivement, matinino, c'est beau en plus. Matinino, c'est pas l'équipe de football de Martinique aussi? Mais le pays s'appelait Matinina. Matina. Ça aussi, j'ai pas apporté la documentation. C'est le frère de Sainte-Anne. J'oublie toujours son nom et pourtant on est liés au niveau de la famille, qui a fait un très beau travail. Il a retrouvé des traces. Le pays, là qu'on appelle Martinique, c'est appelé Matina. Et ça c'est appelé aussi Matinina, on disait l'île des enfants sans père. Donc l'équipe, effectivement, la sélection de Martinique, qui s'appelle Matinino, les Matinino, tu vois bien que c'est un nom qui nous va bien. Qui représente mais oui. Et pourquoi on ne parlerait pas le Matinino? Je trouve que c'est très beau. Il y a un frère qui m'a proposé ça, m'a sauté, m'a dit, oh, mais je trouve que c'est bien. Enfin bon, bref. Donc dans la langue, on voit que la langue, Dieu l'a démontré.
C'est une langue qui a du copte à l'intérieur, c'est un truc inimaginable, on n'aurait pas pensé. Mais il faut l'étudier pour pouvoir se rendre compte que l'Afrique est présente. On ne peut pas appeler cette langue créole, c'est pas possible. Tant pis pour ceux qui s'envoient en l'air, ils n'ont qu'à faire comme moi-même, faire la démarche de s'informer. Dans la littérature, dans le conte, dans les légendes, les proverbes, dans le rituel d'ouverture du conte, tout ça c'est l'Afrique, dans la pensée symbolique, tout ça c'est l'Afrique, tu vois. Dans la communauté, les fêtes, les traditions, quand on regarde par exemple la fête de la Toussaint, elle est fêtée de manière particulière. En fait, elle s'appelait la fête Ouag, la fête des morts en Afrique. Quand on regarde par exemple la fête dite de Noël, qui s'est appelée, c'était le dit les 10 bois, c'est des fêtes africaines qui ont été interprétées, etc. Voilà. Quant au carnaval, pas même palais. La fête des rois, dans la musique et la danse. Bon, là, c'est vrai qu'on a tendance à... On sait, on reconnaît la musique et la danse, les tambours, les danses, on sait que l'Afrique est la meilleure. Pas que là, dans le système d'entraide, par exemple. Et ça, c'est... Juliette Smeralda a fait ce gros travail-là. Donc, elle montre très bien, par exemple, dans le jardin ou dans le système d'entraide, les sous-sous, les tontines. Tout ça, c'est l'Afrique. Oui. Le corps, la place du corps, l'âme des choses, l'habitat. Moi, j'ai noté tout ça, l'habitat, la manière dont on construisait avec le torchis, le paillage, etc. L'espace, la maison, la manière dont c'était disposé, l'espace feu, l'espace maison, etc. Habitat et tout le jardin. Tout ça, c'est vraiment l'Afrique. Juliette Smeralda encore a fait ce travail justement sur le jardin case, jardin nègre, paténisa, fait jardin créole. C'était jardin case ou jardin nègre. C'est une manière africaine d'organiser les choses. La vie, la santé, la sacralisation de la nature. Et puis la famille, je ne parle pas de la cellule a grandi, etc. C'est-à-dire que quand on commence à fouiller, et moi, pour moi, ce n'est que le début d'un travail que j'ai fait. Et moi, je travaille avec tous les travaux des chercheurs. Et je me dis, mais plus ça va, plus on se rend compte que l'Afrique, elle est là, elle est vivante, elle est présente. Voilà. Excuse-moi. Je voudrais te poser une question. Oui. Non, pas vraiment une question. C'est-à-dire que par rapport à toutes ces choses-là que tu as pu aborder concernant la Martinique, sur un point de vue plus caribéen, oui. Il y a également cette approche-là. Ah, mais bien sûr. C'est pour ça que c'est afro-caribéen, puisque n'oublie pas que c'est la population africaine qui a été prise et ça a duré longtemps. Donc c'est une grosse main qui a été envoyée là. C'est pourquoi le fait de généraliser ça et mais de bien sûr. tout ça, c'est important puisque ça va démontrer. Il y a aussi ce rapprochement-là, que ce soit Martinique, que ce soit Sainte-Lucie, Trinidad, qui a ce rapprochement. Mais je te dirais même que on a tendance quelquefois peut-être oublier les pays hispanophones. Et Diolo Divial le montre bien dans la langue, dans notre manière de parler, dans les expressions comme par exemple qu'appeler gros glo, etc. Tu retrouves ça dans le monde anglophone, dans le monde hispanophone, avec les éléments de la langue de l'autre, mais c'est la même pensée symbolique. Tu vois, la notion de pensée, on pense de la même manière. Et je le sais parce que j'ai eu l'occasion de voir des Caribéens anglophones arriver ici, qui ne parlaient ni le français, ni notre matinino, martiniquais, ce qu'on veut, et qui l'ont appris en 2 secondes parce que c'est la même manière de penser. Tu vois? Donc, je reviens au fait que les populations sont sorties d'Afrique, elles ont été dispersées. Il y a un moment là, il y a un papa là, etc. Il est devenu anglophone, il est devenu francophone, hispanophone, mais c'est la même famille. Mais je pourrais aussi aller plus loin, aux États-Unis. C'est pour ça qu'on parle de diaspora. Donc, si tu veux, sur chaque territoire, les choses ont pris une forme différente parce que l'histoire et le temps font que. Mais au départ, c'est la même histoire de déportation, d'adaptation à un nouveau milieu. Mais comme les gens avaient de la force et de la richesse, elle est restée. Et même la colonisation n'a pas réussi à éliminer. Elle a étouffé. Peut-être, il y a des pertes. Mais là, t'es trop fort. C'est pour ça que je dis que l'Afrique, elle est vivante toujours. Elle est puissante et elle est vivante. On parle beaucoup d'histoire. Oui. C'est intéressant parce qu'il faut savoir également d'où nous venons. On va continuer un petit peu. Justement, juste un apport par rapport à ça. Par exemple, dans la langue. Donc, en fait, comme tu l'as dit, c'est notre pensée symbolique se retrouve dans notre langue. Voilà. Ce qui fait que, je vais prendre un exemple. Pour dire luciole, nous, on va dire bête à fait.
Quand j'étais du coup au Togo, donc avec la langue Ewe et la langue vulgarisée, en tout cas c'est le Mina, donc en fait pour arriver à comprendre la langue, j'avais finalement fini par comprendre que en fait c'est la même pensée symbolique et en fait pour trouver comment dire bête à fait chez eux, il fallait que je trouve comment dire bête et qui fait de la lumière Voilà. en utilisant leurs mots. Et c'est comme ça en fait que on progresse beaucoup plus rapidement que par exemple des Français qui auront un autre paradigme par rapport à leur langue. Une autre pensée Eux, ils l'ont symbolique. conceptualisé autrement, qui fait que Voilà. Luciole n'a pas forcément de rapport avec le Exactement. fonctionnement en tout cas de l'animal, par exemple. Et nous, en fait, on a ça. Et en fait, c'est ça qui crée du lien. Autre chose dans les codes, comme on l'a dit, culturels, parce que la culture englobe toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'au début, on ne me reconnaissait pas comme afrodescendant parce que j'ai des traits plutôt indiens, etc. Ouais. Et ensuite, dans ma façon de couper mes aliments, dans ma façon de les cuire, dans ma façon de danser, de me mouvoir, etc. Là, il commençait à se poser des questions, à dire « Mais attends, tu viens d'où exactement ?» Parce qu'on ne comprend C'est pas, ça en qui est fait. magnifique. On n'arrive pas à te reconnaître physiquement. Ouais. Par contre, on voit que dans les codes, tu fais exactement comme... Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça qu'effectivement, ça nous confirme, en allant sur le continent, que, ben oui, il y a forcément, il y a un lien qui est... C'est impossible, en tout cas, de le nier. Et quand on va sur place, c'est encore plus flagrant. C'est tellement fort. Quand tu regardes le Brésil, par exemple, moi, ça m'a toujours frappé. Les Brésiliens, certains Brésiliens sont blancs de blanc. Et ils regardent les nègres. Le afro-brésilien. Le métissage. C'est même pas le métissage, c'est-à-dire que le métissage a fait que, effectivement, la pigmentation, bon, ils ont perdu un peu de mélanine, mais c'est surtout leur mode de vie est purement africain. Et c'est pour ça que je dis que l'Afrique, elle est tellement puissante qu'elle n'a pas disparu, elle est vivante. Et donc, du moment que tu ouvres la porte, tu as compris ça, maman, il a ouvert grand baon. Tu vois? Et donc, du coup, quel est ton contenu, cette fois spécifique, que tu abordes Alors, le spécifique est vraiment toujours spécifique au public. Tu vois? Donc là, comme c'est un public, comme j'ai dit, en agriculture organique, je fais un travail sur l'alimentation, sur l'agriculture, et sur l'alimentation saine, toujours en m'appuyant sur les travaux de nos chercheurs. Donc en termes de... Sur l'agriculture, bon, j'ai trouvé des choses ici, puisqu'il y a un travail quand même qui est fait, un travail de terrain, il y a des gens comme M. Sainte-Rose, ou etc. J'ai peur de nommer les gens, vous savez, parce que j'ai peur d'oublier, ou alors de dire, ah, on a nommé un tel, on n'a pas nommé un tel. On a de la matière première ici, je vous dis qu'on en a. Quand on se met là, quand on a le temps d'aller chercher, eh ben, on trouve et on a de la matière. Donc j'ai fait ça. Par exemple, au niveau de l'alimentation, je suis arrivée jusqu'au docteur Sebi, qui est un Afro-Américain. Il n'est plus de notre monde, mais c'est quelqu'un qui a fait un travail particulier justement sur l'alimentation des populations mélanodermes. Donc mélanoderme, qui dit mélanoderme, dit celles qui ont la mélanine, donc qui ont la peau foncée. Donc nous n'avons pas la même constitution, on ne peut pas manger de la même manière. Donc lui, il a fait le travail sur le monde entier et il propose et il dit que notre alimentation doit être alcaline. Et c'est l'acidité qui nous tue et qui nous rend malades. Donc il a listé un certain nombre de plantes, etc. Et il montre que l'analyse de pH prouve que quand c'est trop acide, il ne faut pas consommer, ou alors consommer avec parcimonie. Donc, quand je dis spécifique, c'est ça. Moi, quand j'étais au lycée, attention, quand j'étais en activité à l'Éducation nationale, j'ai toujours travaillé également ma culture afro-caribéenne avec mes élèves. Je le faisais dans la formation obligatoire, en parallèle, mais je le faisais également sous forme de projets pédagogiques, projets culturels, etc. Donc, j'avais des élèves qui étaient de toutes spécialités. Eh bien, je m'adaptais à leur spécialité et j'allais fouiller dans notre héritage, parce que c'est de ça qu'on parle, pour pouvoir leur permettre de connaître leur richesse, de savoir ce qu'ils ont. Donc, c'est le spécifique, c'est en fait l'adaptation au public que tu as. C'était pas vraiment de la désobéissance, mais c'était le fait aussi de toujours connaître tes responsabilités pour pouvoir enseigner. Oui, certains disent désobéissance, mais je n'ai même pas eu besoin de désobéir, je faisais, et personne n'est venu me dire, faut pas faire, c'est pas bon. Parce qu'il fallait qu'ils me démontrent que la pâte est bon. Et ils n'ont pas pu, parce que c'est logique. Tu peux pas trop te valoriser ton héritage et venir me dire que moi, mon héritage, faut pas le valoriser. On est dans un autre temps, Bon, peut-être qu'à une période, effectivement, c'était compliqué. L'assimilation. Mais moi, j'ai commencé à enseigner dans les années 80, en 81.
Bon, il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait quand même. Césaire avait quand même déjà fait tout un travail avec le CERMAC, la culture, rentrait dans le pays, on commençait à, voilà, à se lâcher, voir que, waouh, ben nous, ça. Et les aînés avaient quand même déjà travaillé, donc le terrain était déjà... Et puis bon, je suis arrivée un peu guerrière, et puis, bon, voilà, Azrasta, là... Mais bon. Mais c'est pour démontrer aussi que Ouais. à cette période-là, il y avait un gros travail aussi, comme je le disais, il y a un gros travail d'assimilation aussi pour pouvoir, je me dirais, mettre les gens dans leur rang. Ah ben, depuis les années 60, moi j'étais à l'école pendant les années 60, c'était, voilà, on était des petits Français, etc. Mais tu grandis, tu vas dans le monde. Non, mais tu vas dans le monde. Tu sors de la Martinique, tu vas ailleurs. Et quand tu arrives ailleurs, justement, tu te rends compte que, c'est pas comme chez moi. Donc tu te rends compte que toi, tu es différent. Et tu regardes les autres qui parlent d'eux et toi, tu parles de toi. Donc tu es obligé d'aller fouiller, savoir qui tu es. Et donc soit tu te laisses aliéner jusqu'à la moelle, soit tu te dis, oh bon, faut arrêter là. Donc ça se fait progressivement, petit à petit, et puis à un moment tu retrouves tes éléments et puis tu retrouves ta force. Parce que moi je dis que ça, c'est notre force qu'on retrouve. Mais d'ailleurs, quand tu parles des années 60 et donc ce contexte d'assimilation et de la résistance du coup qu'on a organisée, est-ce que tu peux nous parler du coup des ouvrages Colibri et Hibiscus? Alors oui, Hibiscus et Colibri. Moi quand j'étais à l'école primaire, j'étais à l'école d'application de Fort-de-France. Et je me rappelle avoir eu cet ouvrage Hibiscus et Colibri. Pendant combien de temps, je ne peux pas te dire. Mais je me souviens avoir eu Hibiscus et Colibri. Et même, j'ai retrouvé chez moi un petit bouquin de géographie qui avait été pourtant fait par Chessac. C'était, je pense, des inspecteurs français qui avaient fait un bouquin de géographie sur la Martinique. Alors, c'était pour que les Martiniquais connaissent la Martinique. Alors, il y avait toujours la France, la Guadeloupe, la Martinique. Mais n'empêche qu'il y avait des ouvrages. Alors, il y avait des inspecteurs. Il n'y a pas que Hibiscus et Colibri, il y en avait d'autres qui ont fait un travail. J'ai retrouvé le nom, Monsieur Roland Jean-Baptiste Édouard. C'est un des inspecteurs, parce qu'il y a des gens vraiment il y a eu des travaux, mais il faut vraiment chercher. Et lui, je le connaissais, j'ai échangé avec lui. Il est décédé, ça fait quelques années. Et il avait fait un travail, justement, il avait des ouvrages, donc il y avait des documents pour les enfants. Et maintenant, l'histoire est de savoir comment ce travail peut être continué. Je dis bien continué, parce que le reprendre, on ne peut pas reprendre quelque chose, il faut actualiser, remettre voilà, au goût du jour, et surtout avoir le langage pour le public d'aujourd'hui, puisque nos enfants ont accès à la télévision, ils ont accès à un tas de chaînes, alors que paternité, l'élément est petit, avant les années 60. Donc tu ne peux pas parler à un enfant aujourd'hui comme tu parles à un gamin à mon époque. Tu vois, il voit plein de choses, donc il faut aussi être capable de prendre ça, de déconstruire, de lui faire comprendre que c'est pas tout ça qui est bon, etc. Donc il faut adapter, mais moi je suis persuadée qu'il y a des choses qui se font. Je suis un peu déconnectée puisque je ne suis plus en activité. J'ai pas travaillé non plus avec l'école primaire. Je ne connaissais que le travail, les documents que mes enfants avaient quand ils étaient petits. Et je regarde aujourd'hui, par exemple, une petite fille. Je suis étonnée, agréablement surprise de voir le travail que les enseignants font. Je trouve que c'est de haut niveau. Peut-être pas tous, mais il y a des choses bien. Donc, il faut aussi aller demander à ces gens, ces personnes, ce qu'ils ont comme documents. Voilà, il faut s'informer, mais pour moi, je suis sûre qu'il y a un tas de choses intéressantes qui sont là, et soupçonnées. C'est pourquoi tu as parlé beaucoup de personnes qui ont pu œuvrer pour la Martinique, de par l'histoire, et puis également pour toute la communauté caribéenne. Et c'est pourquoi c'est intéressant de parler aux anciens, de pouvoir connaître. Bien sûr. Parce que le fait de connaître, il y a une histoire, et c'est souvent ça, on va peut-être banaliser certaines choses, mais quand on creuse un petit peu, il y a beaucoup d'informations à recueillir. Recherche de l'information chez les aînés. L'Afrique dit quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est un petit peu ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore inscrites. Donc il faut aller voir les aînés et puis collecter. Aujourd'hui, on a les moyens de prendre les informations, d'en faire des ouvrages. Alors, il y a des organisations, on ne peut pas dire non. Par exemple, moi, je travaille avec beaucoup de documentation diverses. Et tu as un groupe d'enseignants qui s'appelle Oliron la Caraïbe. Moi, je l'utilise.
Je suis pas toujours d'accord. D'ailleurs, je leur fais des petites remarques. Et puis on communique avec les gens. Je leur dis, bon, je trouve quand même que vous êtes un peu sous la coupe de l'éducation nationale. Bon, il y a d'autres chercheurs qui ont d'autres éléments. Mais j'utilise et je trouve que c'est bien fait. C'est des petits documents vidéo très courts. Et c'est pédagogique, tu vois. Donc, tu les prends, tu prends d'autres. Il y a des organismes. Je me rappelle avoir échangé avec une collègue d'histoire, son nom m'échappe. Elle avait même été un petit peu vexée quand je disais que je trouvais que les enseignants d'aujourd'hui étaient un petit peu fainéants, n'étaient pas aussi audacieux que moi, ce que j'ai connu. Par exemple, quand j'étais au lycée, j'ai eu des profs qui étaient vraiment des gens audacieux. Et elle n'était pas contente en disant « Ah non, mais nous, on fait un super travail. » J'ai dit « Écoutez, diffusez-le. On ne demande que ça. » Donc, il y a des groupes, il y a je pense, des groupes de travail, il y a des choses qui se font. Il faut aujourd'hui pouvoir savoir tout ce qu'il y a, mettre tout ça, et puis, faire une banque, et puis, et puis mettre à la disposition du maximum, quoi. Effectivement, comme on disait justement la semaine dernière, c'est important d'avoir des outils, et que les enseignants, justement, puissent avoir des outils pour pouvoir les adapter et comme ils ont une liberté pédagogique, l'utiliser dans leur contenu. Mais du coup, tu as 2 ouvrages, d'ailleurs, quand on parle de connaissances, dans les ouvrages justement des auteurs, il explique justement le fait que la connaissance est primordiale et que c'est certainement une des voies à utiliser pour pouvoir se libérer et pouvoir se construire. Donc, est-ce que tu peux nous présenter les 2 ouvrages? Alors, moi, j'ai apporté 2 ouvrages qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop, parce que je pense que ça m'a ouvert la tête. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai lu cet ouvrage la première fois en 1978. Et comment ai-je découvert Cheikh Anta Diop? C'est par un frère Rasta, originaire de la Jamaïque, qui vivait en Angleterre. Moi, quand le mouvement m'a interpellée, j'ai dit, ouais, j'aime bien. Alors, j'ai été interpellée par la musique. Bien sûr, par Marley et tout ça. Parce que Marley, pour moi, c'est aussi un éveilleur de conscience. Et donc, on m'a dit, ouais, la Bible, il y en avait qui faisaient le parallèle avec la Bible. Ils m'ont dit, je vais lire la Bible pour essayer de voir de quoi on parle, pour essayer de comprendre. Et bien sûr, je ne vais pas en parler ce soir parce que c'est particulier. Mais il m'a vu, justement, il m'a dit, tu veux comprendre la Bible? Commence par lire Cheikh Anta Diop. J'ai rien compris à l'histoire. Tu veux comprendre la Bible? Lis Cheikh Anta Diop. J'étais à Paris. Je suis allée à la librairie, j'ai oublié le nom. Présence africaine? Présence africaine. Je suis allée acheter Cheikh Anta Diop. À l'époque, il y avait les 2 tomes. Là, ils ont réuni en un seul volume. Il y avait 2 tomes. Et puis j'ai commencé, j'étais étudiante. Donc j'ai commencé. J'ai mon ouvrage d'origine avec mon crayon. C'est-à-dire que chaque fois que je lisais 2 lignes, il fallait que je m'arrête pour essayer de comprendre. Parce que ce n'est pas des romans, ce sont des bouquins d'études. Donc, comme en plus on était dans un paradigme euro-caribéen, donc il y avait des choses que je ne comprenais pas, il fallait que j'aille prendre un dictionnaire, il fallait que je revienne. J'ai relu et relu ce bouquin, je ne sais pas combien de fois, je crois que je l'ai acheté 3-4 fois. Mais à partir de cet ouvrage, j'ai commencé à voir le monde différemment. Il m'a plongé dans le paradigme kamite. On dit kamite aujourd'hui, africain. Il m'a permis de comprendre Césaire, Fanon et autres. Donc c'est à partir de lui que j'ai compris, moi, qui j'étais en tant que martiniquaise. Terrible. Le deuxième, c'est l'ouvrage du frère Nabi qui nous a laissé dimanche. Il n'y a pas beaucoup d'écrits à la Martinique de frères ou de sœurs du mouvement Rastafari. Mais ce frère-là, il a fait un excellent travail, qui est une analyse psychologique ou psychiatrique même de la société martiniquaise. Donc j'aime dire qu'il est un peu dans la continuité du travail de Frantz Fanon. Et c'est un frère que je connaissais très bien. C'est un ami et un frère. Donc il y a sa veillée ce soir, son enterrement demain, c'est pour vous dire que c'est frais. Et ça fait plusieurs années, comme on n'avait pas la santé. Donc moi, j'avais lu son ouvrage et je lui ai dit, Nabi, je vais faire le maximum pour que cet ouvrage soit connu. Et donc on continuera le travail. Et donc ça s'appelle Rasta, la gnose caraïbe.
Alors le terme gnose veut dire justement l'accès au spirituel sans passer forcément par le religieux. Mais c'est très bien. Et donc les ouvrages, moi j'en ai encore, je pense que ce sera republié, on va voir avec la famille. Donc voilà, il faut lire. Il faut lire pour comprendre. Quand on me dit que les gens ne lisent pas, je dis que je veux qu'on me fasse un sondage. Parce que je ne veux plus entendre ça. Parce que moi, j'avais des élèves au lycée, en lycée professionnel, je les voyais lire. Donc ce n'est pas vraiment, ce n'est pas Donc que il ne faut pour pas le qu'on me littéraire. dise que les gens ne veulent pas lire. Il faut aussi que les gens lisent ce qu'ils ont envie de lire. Donc tu peux aborder n'importe quel sujet sous forme de roman, sous forme d'études, sous forme de ceci, de bande dessinée. L'histoire, c'est donner aux gens des supports différents, mais pour qu'ils abordent et qu'ils aillent vers la connaissance. Excuse-moi, Christiane, Oui, comme il ne reste yes, pas beaucoup de je temps, sais, et mais- comme on constate, comme aussi l'évolution, on constate de toute façon, c'est en construction. Comme moi je le perçois, c'est-à-dire qu'il faut en parler, mais au fil du temps, il y a des informations qui vont pénétrer, ancrer par rapport Voilà, à cette éducation afro-caribéenne. Voilà. Mais on va parler vite, faire un petit mot par rapport à l'école à la maison. Alors, l'école à la maison, moi, je la connais pas trop, je t'ai dit ça, hein. Je veux dire, Ulrich il a donné toutes les contraintes qu'il faut respecter pour l'école à la maison. Moi, je peux pas en parler. Je pense que vous aurez des intervenants qui vont en parler bien mieux. Voilà. Moi, j'aimerais terminer sur un peu les perspectives, surtout. Tu vois, comment cette éducation afro-caribéenne, comment justement on peut la proposer au maximum. Donc moi, je crois que c'est la vie associative. Les associations, avoir des ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers, cuisine, ceci, cela. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait des ateliers aussi culture, quoi. Culture générale. L'essentiel, c'est d'avoir des modules dynamiques, intéressants. Donc, il faut trouver la forme pédagogique la plus intéressante. Mais un gamin ou un adulte doit être capable de venir se dire, bon, ben, je suis là pendant 1h30, 2 heures. Je veux comprendre la Caraïbe, je veux connaître, aussi bien que d'aller dans un atelier guitare ou autre. Donc, pour moi, c'est la vie associative. Par contre, la vie associative demande absolument un accompagnement politique. C'est-à-dire un accompagnement au moins financier. Parce que les gens, il faut les payer. C'est du boulot. Souvent, on appelle les gens, mais puis c'est la gratuité. Moi, pas d'accord. Tu vois? Donc, il faut payer. Alors, les mairies vont te dire, les municipalités, qu'il faut aider toutes les associations. Oui. Mais il faut le faire. Et la culture étant très importante, il faut savoir donner ça. Au niveau des établissements scolaires, moi, je pense qu'il faut qu'ils renforcent les projets culturels. Parce qu'il y a des moments de régression. Moi, j'ai pu, pendant toute ma période d'enseignement, il y avait plein de projets PPCP, PAC, machin, etc. Moi, j'ai utilisé le maximum. Mais il y a des périodes où on sucre un peu. Donc, il faut que les établissements, et puis que les enseignants aient de l'audace, et puis utilisent aussi tout ce qu'il y a comme élément pour voir. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi que les acteurs de la culture qui sont dans des lieux se forment. Parce que moi, je ne veux plus entendre des gens me dire culture. Oui, on va faire de la danse. On en a déjà parlé dès le départ. Non, mais s'ils connaissaient la culture, ils n'auraient pas dit ça. Donc, il faut qu'ils se forment également. Moi, je peux, s'ils veulent. Moi, je fais des petits modules de 2 heures en 2 heures. La personne aura tout compris, que c'est au-delà de la musique et de la danse. Et puis, comme j'ai déjà dit, la collecte des informations, savoir tout ce dont on dispose, pour pouvoir l'offrir au maximum. Et puis, voilà. Et puis, quand on veut, on peut. J'aurais bien vu un observatoire Voilà. Un observatoire afro-caribéen de tout ça qui regorge toutes ces idées. Mais bien sûr. Ou alors, tu sais, il y a eu souvent des tables rondes. Alors, quelquefois, c'était des grands-messes. Moi, j'ai participé à des tables rondes, même au niveau de l'éducation nationale, où on avait suffisamment de courage pour dire et de proposer. Et puis après, tout ça, c'était certainement dans des cantons, ou alors récupéré par le ministère qui prend, qui reprend, qui réarrange et qui nous rebalance des choses. Mais c'est à nous aussi à faire ça, ces rencontres. Tout ça. Mais bien sûr, c'est à nous à faire des rencontres, comme tu dis, table ronde ou observatoire, culture afro-caribéenne. Mais pour ça, il faut se sentir afro-caribéen.
La base. Quand la personne te dit, moi, maman, moi, je suis française, hein. Moi, je vais à Paris tous les jours. Il connaît plus les routes de Paris que je ne sais pas ce qui se passe à Sainte-Marie. Il faut aussi avoir au moins soupçon d'identité. Faut pas juste connaître la route du Tour où il y a le ministère de l'Éducation nationale. Faut s'aimer, on a dit dès le départ. Tu t'aimes, tu défends ce que tu as. Voilà. Tu t'aimes pas, tu laisses aux mains des autres et puis tu n'es rien, quoi. En tout cas, merci à Christiane, du coup, pour tous ces apports qui nous permettent justement de se dire que c'est important d'avoir une autonomie de pensée, de ne pas prendre en fait le prêt-à-penser, c'est comme ça que j'appelle ça, qui y a justement sur Internet, et puis de le régurgiter, de pouvoir confronter justement les sources et se faire sa propre idée. On n'est pas là effectivement pour faire la messe et pour dire vous devez faire comme ça, c'est à fois qui arrive bien, c'est ça. Non, on est là pour dire au moins apporter cet élément-là, parce que le côté européen, il est extra véhiculé. Il est là. Bon, voilà, il est là. Il nous étouffe. Ça, on a compris. Passons justement à tout ce qui fait que nous sommes nous et que nous sommes différents justement des autres, et notre rapport va passer par le fait qu'on va confronter toutes ces choses-là. Donc merci, n'oubliez pas que après l'émission le lundi soir, il y a le live sur Instagram sur le média F-Media 234. Comme ça nous permet justement de continuer à échanger là-dessus avec toutes les personnes qui veulent contribuer et puis partager leurs idées ou leur ressenti par rapport à l'émission. Ok, merci de m'avoir invité, je suis très honorée. En plus, invité par des gens qui ne sont pas de ma génération, ça prouve bien que on n'est pas des vieux et que on sait transmettre aussi. L'éveil de conscience se fait à travers toutes les générations. Mais bien sûr, heureusement. Sinon, super. Sinon, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps aussi. Et sinon, le rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes déjà Net. Bonne soirée à vous.